Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des troubles de la personnalité et des crimes qui s'y rattachent. C'est parti! Ici, il ne s'agit que de définition. Notons que le diagnostic des troubles mentaux ne peut pas être toujours précis. L'évaluation s'oriente vers une tendance susceptible d'être elle-même en lien avec d'autres pathologies. Ainsi, comprendre la dizaine de troubles de la personnalité est très complexe, mais les diagnostiquer avec fiabilité l'est encore plus. L'individu souffrant de troubles paranoïaques se méfie de tout le monde, y compris de sa propre famille. Il vit dans la suspicion et est persuadé qu'il subit réellement un préjudice. Le comportement paranoïaque détruit la construction relationnelle avec l'entourage, car les réactions sont agressives et incompréhensibles. Il vit dans la crainte continuelle que les autres lui nuisent ou le manipulent et met systématiquement en doute ce qui peut être dit ou montré, car tout est sujet à interprétation. Le paranoïaque sombre rapidement dans la honte, ce qui peut déclencher une vive colère et l'envie de se venger. Les passages à l'acte sont nombreux et se font surtout sous forme d'auto-agression, c'est-à-dire des tentatives de suicide, ou bien encore des violences verbales ou physiques envers les autres, et, dans certains cas, le passage à l'acte peut même aller jusqu'au meurtre du faux persécuteur. En 1933, la police du Mans découvre les cadavres de Madame Lancelin et de sa fille. Frappées à coups de marteau et de couteau, elles ont également eu les yeux arrachés. Très rapidement, les responsables de ce crime odieux sont arrêtés. Il s'agit de Christine et Léa Papin, deux sœurs de 28 et 21 ans, engagées en tant que bonnes de la famille Lancelin. Ces dernières n'ont pas donné d'explication à leur terrible geste. Le dossier du procès relate différentes informations de l'époque, notamment sur la famille des sœurs Papin, leur enfance et leurs relations. À l'époque de la psychiatrie moderne, les spécialistes qui se sont penchés sur cette affaire diagnostiquent un crime paranoïaque. Pour en savoir plus sur cette affaire criminelle, vous trouverez un lien sous la vidéo qui vous racontera l'histoire des sœurs Papin. L'individu schizoïde vit dans son imaginaire qui est très riche et se tient du coup à l'écart du monde extérieur. La personnalité schizoïde est détachée de la vie sociale et éprouve de grandes difficultés à exprimer ses émotions. Le schizoïde a donc une réelle incapacité à ressentir et à comprendre les sentiments de son entourage. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il n'a pas d'affect ou qu'il ne ressent rien. Cette impression d'être une personnalité à part conduit la personne souffrant de schizoïdie à se protéger dans son monde intérieur et devient hermétique à la société avec une déconnexion dans la communication en général. Ressemblant à la schizophrénie et à la personnalité schizotypique, la schizoïdie est cependant moins grave que ces pathologies car ces dernières sont en réelle déconnexion avec la réalité, avec des hallucinations et des délires paranoïaques. La personne schizoïde peut évoluer vers une schizophrénie, mais cela n'est pas du tout systématique. Entre 1962 et 1964, 13 femmes de la région de Boston ont été violées et assassinées chez elles. Le coupable, Albert de Salvo, était un ancien militaire, marié et père de famille. Il disait souffrir d'importantes pulsions sexuelles, pulsions qui auraient commencé dès l'âge de 8 ans. À l'époque, Robert de Salvo avait été diagnostiqué comme étant un homme avec des troubles de la personnalité à tendance polymorphe perverse avec des traits schizoïdes. Pour en savoir plus sur l'étrangleur de Boston, vous trouverez un lien sous la vidéo qui vous détaillera son parcours et sa personnalité. La structure mentale du borderline est composée d'émotions qui sont toutes mal gérées et qui entraînent des comportements impulsifs. Le trouble borderline est ce que l'on appelle un état limite qui se situe entre la psychose et la névrose, comme par exemple la schizophrénie et les troubles bipolaires. Pour diagnostiquer cette pathologie, il faut prendre le temps de bien observer les symptômes et que ces derniers soient récurrents. Le trouble borderline nécessite des soins médicamenteux et thérapeutiques. Cependant, le malade n'est pas toujours volontaire dans cette démarche médicale. Dans ces moments d'euphorie intense, il ne souhaite pas sortir de cet état qui, selon lui, contribue à ses débordements créatifs. Mais dans les moments d'émotions négatives, qui sont elles aussi ressenties de façon exacerbée, les colères peuvent être particulièrement violentes et aller jusqu'aux violences verbales et physiques.
Dans les phases de dépression, le malade peut s'infliger des automutilations ou encore aller jusqu'à des gestes suicidaires. En 1999, le corps d'Hélène Siniego, institutrice de 33 ans, est retrouvé chez elle, massacrée de 34 coups de couteau. Elle connaissait son assassin. Ils s'étaient rencontrés dans une école de jazz où la victime prenait des cours. Ils se sont liés d'amitié, puis le jour où le criminel est venu chez Hélène pour récupérer des disques, ils ont bu un café et il s'est mis à lui caresser les cheveux, geste dont l'institutrice s'est dégagée. C'est à partir de là que tout a basculé. Son criminel s'appelle Vincent Chenot, il a 26 ans. Une fois arrêté, les experts lui ont diagnostiqué une personnalité borderline. Pour mieux connaître cette affaire, vous trouverez un lien qui vous mènera vers une vidéo. Le narcissique s'octroie tous les droits et a une très haute opinion de lui-même. Il n'a pas ou peu d'empathie, ce qui fait de lui une personne qui n'a pas accès aux émotions qui lui sont propres, ni à celles des autres. Les relations qu'il entretient avec les gens sont superficielles. Il utilise le mensonge et la manipulation pour exploiter ses semblables. Dans un premier temps, il semble être quelqu'un d'agréable, de charmant, mais c'est un charme trompeur. Plus les gens évoluent auprès de lui, plus ils s'aperçoivent que ce dernier adopte un comportement égocentrique, froid, intolérant et insensible. Le narcissique ne supporte pas que quelqu'un lui tienne tête ou ne l'admire pas comme il le demande. Dans un tel cas, il peut ruminer des idées vengeresses contre cette personne. Il n'apprécie pas non plus les réussites des autres. La jalousie est l'un des éléments forts de sa personnalité. La fragilité narcissique entraîne bien souvent celui ou celle qui en souffre dans des passages à l'acte violent et qui peuvent s'avérer destructeurs tant moralement que physiquement pour les victimes. Nous nous souvenons tous des agressions et des crimes commis par Guy Georges. Il s'en prenait aux femmes, celles qui semblaient avoir réussi dans la vie et qui le renvoyaient à ses propres échecs. Les experts qui ont examiné Guy Georges ont expliqué qu'il y a eu chez lui une vraie graduation dans l'acte criminel. Ils ont également ajouté qu'il était un individu froid, sans aucune émotion ni sensation par rapport à ses actes passés. Guy Georges est un individu pleinement responsable et conscient des crimes qu'il a commis, mais qui s'avèrent être incurables. Ses actes ne manifestent chez lui aucun regret et il a agi avec une violence prédatrice dont le diagnostic le classe dans la psychopathie narcissique. Une vidéo reprendra point par point le parcours de ce tueur en série avec le lien qui se trouve ci-dessous. Les psychopathes ne sont pas tous des criminels et les criminels n'ont pas tous des tendances psychopathes. Voici là un rappel qu'il est important de souligner. Tout comme le narcissique et le sociopathe, la personnalité psychopathe n'a pas vraiment accès à ses émotions ni à celles des autres. Cette nature insensible trouve l'une de ses sources dans le cerveau même des psychopathes. La neurologie révèle que la partie du système émotionnel, dont les zones sont celles de l'empathie, de la moralité et du contrôle de soi, ont une très faible activité. Ces déconnexions seraient responsables de cette incapacité à ressentir des émotions. L'individu psychopathe méprise les conventions sociales et les besoins des personnes qui l'entourent. Il ne ressent ni empathie, ni remords et ni peur. Le tout s'alimente de comportements impulsifs et violents qui amènent souvent des conséquences judiciaires. Pour une victime, il est très difficile de se sortir d'une relation personnelle ou professionnelle vécue avec un psychopathe. Si une personne semble avoir des traits de caractère liés à cette pathologie, le mieux est de réellement se tenir à l'écart de tels individus, au mieux de les fuir. Ils repèrent aisément les failles des autres et s'y engouffrent avec une grande facilité, de façon à mieux pouvoir manipuler ceux qui les entourent. En apparence, un garçon charmant, Donald Harvey a assassiné plusieurs dizaines de patients dans différents hôpitaux. Pour lui, tuer signifiait reprendre le contrôle de son existence pour ne plus être une victime, mais aussi pour jouer à Dieu. Les experts qui ont examiné Donald Harvey ont indiqué qu'il était pénalement responsable de ses actes, tout en diagnostiquant son profil psychopathe et organisé qui élaborait des stratégies pour commettre ses meurtres, et en effacer toute trace après son passage.
Pour découvrir toute l'histoire de ce meurtrier, rendez-vous sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin pour comprendre ces troubles de la personnalité, je vous propose quelques livres sur le sujet, dont vous trouverez les liens directs sous la vidéo. Premier livre, les troubles de la personnalité. La paranoïa. La schizophrénie, psychopathologie des schizoïdes et des schizophrènes. Le manuel du borderline. Face aux narcissiques, mieux les comprendre pour mieux les désarmer. Et la sagesse du psychopathe. Ce guide PDF vous sera très utile pour en savoir plus sur le fonctionnement psychologique des psychopathes. Il est divisé en 3 parties et vous découvrirez toutes les bases nécessaires afin de mieux cerner la personnalité psychopathe. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations utiles. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous qui vous mènera à l'intégralité de l'article. Et quant à nous, on se retrouve autour d'un prochain article sur le non-verbal cette fois-ci. À bientôt!